Et donc, moi, j'ai la lourde tâche, en fait, de vous parler des maladies auto-immunitaires à l'adolescence, qui sont quand même une grosse partie et quand même un sujet assez lourd. Donc, je vais essayer de le faire au mieux et au plus concentré. Donc, l'adolescence, comme vous le savez, c'est une période de croissance où a lieu le développement humain et qui est définie comme étant la période entre 10 et 19 ans, parfois jusqu'à 24 ans. C'est une période de transition et selon la définition, il y a effectivement un rythme de croissance élevé. Donc, on a déjà cette notion de croissance et il y a des changements psychologiques importants qui vont parfois être importants dans les maladies auto-immunes parce que ça peut malheureusement être des symptômes initiaux de ces pathologies. Alors, les maladies auto-immunes, pour revenir vite sur la définition, c'est comme vous le savez, c'est une réaction inappropriée du système immunitaire, principalement vis-à-vis des constituants du soi. Donc, il y a une rupture de tolérance. Et la caractéristique de ces maladies auto-immunes, c'est souvent qu'il y a une production d'auto-anticorps que l'on dose dans nos laboratoires. Et ces auto-anticorps ont la plupart du temps un rôle pathogène puisqu'ils vont attaquer nos tissus. Alors, on distingue les maladies auto-immunes en spécifiques d'organes et en systémiques. Ce soir, je vais surtout parler des maladies auto-immunes systémiques, puisque ce sont surtout ces pathologies que je rencontre en rhumatologie et avec lesquelles je travaille, pour lesquelles je travaille avec l'hôpital des enfants pour cette période à la fois de multidisciplinarité, mais aussi de transition. Alors, il y a une notion très importante qui est la distinction de ces maladies auto-immunes avec les maladies auto-inflammatoires. Très important parce qu'aujourd'hui, on améliore quand même nos connaissances en ces pathologies grâce au développement de la biologie, mais également grâce au développement de la génétique qui nous permet de mieux comprendre ces pathologies auto-inflammatoires et même auto-immunitaires. Alors, ce n'est pas des maladies rares, puisque vous voyez que ces pathologies, entre 5 et 8%, atteignent jusqu'à 10% dans les populations générales de pays industrialisés. C'est d'ailleurs, l'auto-immunité semble être quand même une spécificité assez propre des pathologies des pays industrialisés. Alors, voilà pourquoi c'est compliqué de vous parler des maladies auto-immunes, parce que comme vous le voyez, quand elles ne sont pas spécifiques d'organes, elles sont quand même multiples et elles partent de l'arthrite juvénile pour la partie adolescent et enfant, jusqu'aux connectivites avec le lupus, la polyarthrite chez les adultes rhumatoïdes et les arthrites juvéniles pour les moins de 16 ans. Mais il y a aussi la sclérodermie, les syndromes de Gougerot-Sjogren, les myopathies, les connectivites mixtes. Il y a tout le panel des vasculites, évidemment, à ANCA ou non immunologiques auto-anticorps. Et il y a une série d'autres pathologies que je ne sais pas vous élaborer aujourd'hui, je ne sais pas vous présenter, étant donné l'importance de toutes ces pathologies. Et donc, je vais me concentrer particulièrement ce soir sur les arthrites juvéniles et les connectivites. Je ne parlerai évidemment pas des maladies spécifiques d'organes, comme le diabète, qui est la principale maladie auto-immune spécifique d'organes. Alors, ces maladies auto-immunes, donc systémiques, sont des maladies inflammatoires chroniques et elles ont un caractère commun, c'est que souvent, outre les multiples symptômes qu'elles peuvent présenter, elles se manifestent souvent par des arthralgies ou des arthrites qui sont le motif de consultation en rhumatologie et qui nous amènent dès lors à beaucoup travailler avec nos autres disciplines de médecine interne et de dermatologie ou encore d'ophtalmologie. Enfin, on travaille avec plein de spécialistes dans le cadre de la mise au point et du diagnostic, de la prise en charge de ces maladies. Mais on travaille surtout avec le laboratoire parce que de plus en plus, les auto-anticorps nous aident à pouvoir identifier et classer ces différentes pathologies qui parfois ont des manifestations cliniques identiques. Et donc, on sait maintenant qu'il existe toute une série de perturbations immunitaires compliquées que vous connaissez beaucoup mieux que moi, j'imagine, avec des signatures précises, notamment des signatures interférons ou des signatures moléculaires particulières, qui amènent dès lors à comprendre et à développer des thérapies beaucoup plus ciblées, beaucoup plus spécifiques, avec l'immunothérapie et les agents biologiques qui nous permettent maintenant de pouvoir beaucoup mieux traiter ces pathologies avec un pronostic nettement meilleur sur le plan articulaire, mais également sur le plan général. Alors, ça regroupe plus ou moins 80 maladies
Et il existe des formes pédiatriques et des formes également tardives. Et elles ont souvent la particularité de toucher les femmes plus que les hommes, avec des liens en rapport avec les hormones. On sait qu'il y a des pics d'apparition de ces pathologies, notamment au moment de la puberté, mais également au moment de la ménopause, au moment de la grossesse. Est-ce que c'est lié à certaines choses qui modulent l'expression de certaines protéines qui régulent la tolérance immunitaire ou liées à des gènes qui sont portés par le chromosome X, voire même plus récemment au microbiote. C'est toute une série de choses que l'on développe et qu'on commence de plus en plus à comprendre. Mais il faut savoir que généralement, ce sont des femmes qui sont plus souvent touchées par ces pathologies auto-immunitaires. L'étiologie de ces maladies sont multifactorielles. Elles ne résultent pas que d'une étiologie, mais de plusieurs facteurs, notamment génétiques, avec des gènes de prédisposition et de susceptibilité. Mais il existe aussi des maladies monogéniques maintenant qui révèlent des pathologies auto-immunitaires et qui sont très importantes et que l'on verra d'ailleurs un peu plus chez les enfants que chez les adultes. Il y a des facteurs d'environnement, notamment les infections, le microbiote, le rôle hormonal, les médicaments, l'exposition au tabac. Et progressivement, on essaye d'identifier des antigènes qui pourraient être à l'origine du développement de ces pathologies auto-immunes. Et donc, chez les enfants ou chez les adolescents, ces maladies existent aussi. Il y a aussi ce ratio femmes-hommes qui a tendance d'ailleurs à diminuer plus on se rapproche de la naissance. Donc, il y a quand même une influence sexuelle qui est non négligeable, mais qui peut s'exprimer également différemment au cours du temps. Et il y a bien entendu les infections et les hormones qui sont fondamentales dans le développement de ces pathologies chez l'enfant ou l'adolescence. Oups. Vous êtes toujours là? Oui, oui. Ok. Oui, oui, toujours, toujours. Alors, il y a différents petits problèmes à l'adolescence, comme vous le voyez. Il y a différents facteurs d'influence et qui font que ces pathologies qui se développent au moment de l'enfance ou de l'adolescence ont des implications différentes de chez les adultes. Les enfants ne sont pas, ou les adolescents ne sont pas des adultes. Il y a maintenant clairement des points différents pour aborder ces pathologies qui sont un petit peu différents des adultes. Bon, je n'ai pas le temps de parler ici, mais vous voyez qu'il y a une influence génétique avec notamment une prédisposition un peu plus monogénique de certaines pathologies auto-immunitaires. Il y a le problème de la croissance, et pour les articulations, par exemple, c'est un gros problème qui doit être particulièrement surveillé. Il y a le problème de la puberté, il y a le problème de la psychiatrie. Donc, il y a des manifestations psychiatriques un petit peu plus importantes que chez les adultes. Et je vous encourage de voir un petit film qui s'appelle Brain on Fire, qui est un film de teenager, mais qui explique bien la problématique d'un lupus chez une jeune fille qui se manifeste par des comportements psychologiques et mentaux assez particuliers, avec des hallucinations et des crises d'épilepsie notamment. Donc, c'est vraiment des symptômes qui sont parfois un peu plus à l'avant-plan de ces pathologies. Il y a des problèmes de vaccination, il y a également des problèmes de développement de critères, de classification, de développement de molécules thérapeutiques, du fait que les études cliniques chez les adolescents et l'enfant sont un petit peu plus compliquées à réaliser. Et donc, on a un petit retard par rapport au côté adulte concernant les maladies auto-immunitaires chez ces patients, du fait de ce manque d'études cliniques, et on travaille un petit peu plus sur les registres et les cohortes. Et puis, il y a tout le problème de la transition, qui est aussi une période très difficile et qui nécessite fondamentalement une collaboration multidisciplinaire entre la pédiatrie et les spécialistes adultes. Alors, comment on diagnostique des maladies auto-immunes? Vous le voyez, il y a pour le moment des critères qui sont très simples, à savoir la clinique, qui sont base d'éléments généraux, qui peuvent aller de la fatigue à la fièvre, à une altération de l'état général, à des plaintes et des signes plus spécifiques articulaires,
cutanés comme des raches, la photosensibilité, les papules de Gautron, enfin des signes cutanés qui sont évidents et qui doivent vraiment faire suspecter le diagnostic de maladies auto-immunes si elles sont associées à d'autres symptômes systémiques. Il peut y avoir des signes cardiopulmonaires comme des péricardites, des pleurésies, mais aussi des pneumonies. Bien entendu, il y a des atteintes rénales et neurologiques qui peuvent parfois mettre à l'avant-plan le pronostic de ces maladies avec des insuffisances rénales et des comportements ou des comportements psychiatriques, voire des accidents vasculaires cérébraux ou des problématiques neurologiques qui parfois surviennent isolément et c'est en réinterrogeant le patient, c'est en réexaminant le patient que l'on peut avoir des indices sur des antécédents et sur l'ensemble des signes qui, mis ensemble, peuvent faire suspecter le diagnostic. Ce diagnostic, une fois suspecté, nécessite alors une confirmation biologique, comme vous le savez, avec des paramètres inflammatoires, principalement des élévations de la vitesse d'alimentation, de la CRP, mais aussi d'autres protéines de l'inflammation, des altérations du complément dans certains cas. Il y a des anomalies qui sont observées en fonction des organes atteints. Et puis ensuite, il y a l'immunologie avec la détection et la recherche de ces anticorps de ces auto-anticorps qui vont signer la maladie. Et donc, principalement, j'ai mis ici ceux pour lesquels on a l'habitude de cocher nos demandes en laboratoire, comme les facteurs antinucléaires, le facteur rhumatoïde, les anticorps anti-CCP, les anticorps anticarbamylatés qui ne sont pas encore de routine, les ANCA, les antiphospholipides ou les anticorps antitussus spécifiques. Et donc là, j'en profite un petit peu pour faire une publicité que l'on réalise ici au sein du CHU Bruckmann depuis maintenant 3 ou 4 ans, grâce à la disponibilité de Francis Corazza et de son équipe, que ce soit Julie Smet, Patrice Torder, Carole Nagan et tous les autres, qui sont vraiment très utiles dans notre discussion et dans nos mises au point pour ces pathologies auto-immunes. Donc, c'est vraiment très important d'avoir un très bon contact comme nous l'avons avec notre laboratoire d'immunologie, afin de pouvoir étayer et de pouvoir un petit peu améliorer nos suspicions diagnostiques ou nos diagnostics tout simplement. Donc, je vous ai mis un petit exemple ici d'un patient que j'ai vu la semaine passée, d'une petite patiente de 14 ans, qui s'est présentée avec une arthrite de genou droit, qui, dans ses antécédents, a un phénomène de Raynaud. À sa prise de sang, elle a une toute petite élévation de sa vitesse d'alimentation et de sa CRP avec une discrète anémie ferriprive. On voit une hypergammaglobulinémie et on nous répond un facteur antinucléaire homogène, je pense, à 1 sur 320, sans facteur rhumatoïde, sans ACPA et des ANCA positifs qu'il faudra interpréter comme on sait, qui peuvent être positifs en cas de forte positivité de facteurs antinucléaires. Donc, il peut y avoir des relations entre les anticorps et donc il faut faire très attention et avoir une bonne connaissance de ces anticorps pour pouvoir interpréter le diagnostic. Et donc, comme vous le voyez, à ce stade-ci, cette patiente pourrait avoir une arthrite juvénile idiopathique, comme elle pourrait avoir un lupus débutant, comme elle pourrait avoir un Sjögren ou une sclérodermie, une vasculite, voire, c'est peu probable cependant, un syndrome des antiphospholipides. Et donc, je vais vous montrer un petit peu la démarche que l'on va avoir pour essayer de démontrer ce diagnostic, même si on a malgré tout une suspicion diagnostique par la clinique. Il nous faudra le confirmer par l'ensemble des examens à réaliser. Alors, l'arthrite juvénile idiopathique, ce sont les causes d'arthrite juvénile les plus fréquentes et c'est une pathologie, c'est un ensemble de pathologies qui sont responsables d'arthrite survenant avant l'âge de 16 ans et qui, par définition, et ça c'est la difficulté de cette mise au point, par définition, doit être de cause inconnue. C'est-à-dire qu'on doit avoir exclu toutes les autres causes d'arthrite, de l'infection à la métabolique, à la néoplasique chez les enfants. Il faut faire très attention. Les arthrites peuvent parfois se manifester dans le cas de néoplasie sous-jacente moins fréquent chez les adultes. Et il y a également des causes tumorales autres et également avoir exclu toutes les autres causes de maladies
auto-immunitaire ou auto-inflammatoire. Donc, vous voyez que déjà la démarche n'est pas très simple puisque, même si ce sont les plus fréquentes, elle nécessite quand même une grosse démarche diagnostique d'exclusion. Parmi ces arthrites juvéniles, on peut maintenant, comme vous le voyez, à la différence des années de l'année 1939 où c'est Monsieur Steele qui a décrit cette pathologie chez l'enfant pour être l'ensemble des arthrites juvéniles idiopathiques, se distingue progressivement d'année en année, vous voyez jusqu'en 2019, avec des classifications très spécifiques qui doivent être réalisées. Il n'y a pas qu'une seule arthrite juvénile idiopathique, il y a des arthrites juvéniles idiopathiques qui se distinguent par la clinique, par la biologie, par les antécédents personnels familiaux, qui vont avoir une épidémiologie, un âge d'apparition différente, qui vont en fait avoir des physiopathologies différentes, des marqueurs différents, un pronostic différent, qui aujourd'hui va aboutir également à des thérapeutiques différentes. Les arthrites juvéniles ne se traitent pas de la même manière et c'est pour ça qu'il faut bien identifier ces patients dès le départ parce que le traitement instauré va être différent en fonction des classes et des sous-groupes. Et donc, le rôle des auto-anticorps sont importants dans ces pathologies, notamment dans certaines sous-classifications de pathologies. Comme vous le voyez également sur la droite, on voit des pics d'incidence de ces pathologies globales. On en voit 2 dans la petite enfance et on a un autre vers l'âge de 8 à 12 ans, donc près de la puberté. Et ça a été confirmé dans des cohortes auxquelles on a participé, notamment la cohorte 4, l'arthrite juvénile débutante. Alors, ceci, c'est pour vous montrer que l'arthrite de l'adulte n'est pas la même que l'arthrite de l'enfant. Il y a dans les arthrites d'adultes la polyarthrite rhumatoïde que vous connaissez tous, la spondylarthrite, la maladie style de l'adulte, il y a l'arthrite psoriasique et autres. Mais chez les enfants, on retrouve un petit peu ces différents groupes qui ressemblent un peu aux arthrites de l'adulte, mais qui sont complètement différentes malgré tout et qui ne sont pas des simples expressions juvéniles de ces pathologies d'adultes. Donc, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on peut traiter ces enfants différemment du fait de leur signature moléculaire ou de leur physiopathologie différente. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on a des traitements nombreux avec des cibles thérapeutiques différentes. Et donc, c'est important de ne pas donner un médicament qui n'est pas nécessaire à un enfant ou à un adolescent, juste parce qu'on ne sait pas si c'est le bon médicament qu'il faut donner au bon moment. Et donc, vous avez ici un résumé, j'ai essayé de vous le mettre le plus simplement possible, mais un résumé de toutes les différentes formes d'arthrite juvénile que l'on peut avoir, qui vont de la forme systémique la plus agressive, avec des signes systémiques qui accompagnent l'arthrite, comme le rash, la fièvre, les pleurésies, les atteintes des adénopathies, des adénomégalies. Donc, cet ensemble de pathologies associées à de l'arthrite va constituer la classification systémique. Cette forme systémique représente plus ou moins 10% des arthrites juvéniles idiopathiques, c'est les plus sévères, c'est les formes les plus difficiles à traiter. Et vous voyez que le sexe ratio dans ces formes-là est strictement identique. On a autant de filles que de garçons, donc il y a une influence génétique qui n'est pas, enfin hormonale ou sexuelle, qui n'est pas du tout prépondérante dans ces formes-là. Et elle touche souvent le petit enfant, même si on peut l'observer beaucoup plus tard avec des formes articulaires très importantes. Et il y a une espèce de continuum qui ressemble un peu à la maladie de style de l'adulte, pour lesquelles on peut les comparer, avec des complications, notamment comme les syndromes d'activation macrophagique, peuvent compliquer ces formes-là, des formes très agressives qui ne répondent pas au même traitement que les autres formes et qui nécessitent souvent des corticoïdes, alors que ce n'est plus le cas dans les autres formes d'arthrite juvénile, et qui vont répondre plus particulièrement à des traitements de type anti-IL-1 et anti-IL-6, alors que les anti-TNF ne fonctionnent quasi pas dans ces formes-là. Il n'y a quasi pas d'auto-anticorps dans ces formes, il n'y a pas du tout d'auto-immunité, et d'ailleurs, on la classifie un petit peu plus comme une maladie plutôt auto-inflammatoire qu'auto-immunitaire.
Ensuite, on a les formes oligoarticulaires, polyarticulaires, qui sont des formes qui surviennent en fonction du nombre d'articulations atteintes et qui ont un pronostic qui dépend un petit peu plus de l'atteinte articulaire. La forme oligoarticulaire, c'est la forme que l'on retrouve pratiquement chez la petite fille de 4 ans, qui touche 1 à 4 articulations, enfin 1 à 3 articulations, et qui, en général, est assez bénigne. Si elle n'intéresse pas la croissance de l'articulation, globalement, elle est relativement transitoire et peut être traitée par des injections d'acide corticoïdes en intralocal ou bien des anti-inflammatoires. La seule problématique de cette forme oligoarticulaire qui peut soit rester oligoarticulaire ou bien s'étendre dans les 6 mois à une forme plutôt polyarticulaire, c'est la présence éventuelle d'un facteur antinucléaire dont je parlerai tout à l'heure. Et la problématique de ce facteur antinucléaire, c'est qu'il est associé à une atteinte ophtalmologique sévère qui peut être un risque de cécité, d'autant plus que ces uvéites, ces inflammations oculaires, sont dites blanches parce qu'elles ne sont pas symptomatiques. Il faut aller les traquer avec un examen ophtalmologique récurrent, tous les 3 mois. Dans les 2 premières années, il faut surveiller de manière très précise en cas d'une forme oligoarticulaire et de présence d'un facteur nucléaire, qui, on va le voir, n'a pas d'identification précise comme celui que l'on observe dans le lupus. Donc ces formes-là, c'est assez intéressant de voir que globalement, il y a peu d'immunité et quand il y en a, ce n'est pas sur le plan articulaire, mais c'est plutôt sur le plan extra-articulaire que ça va se manifester. Les formes polyarticulaires peuvent être soit séropositives pour le facteur rhumatoïde, soit séronégatives. Et dans le cas des positivités pour le facteur rhumatoïde, ça représente 10% des formes d'arthrite juvénile et on a souvent une forme qui ressemble très très fort à la polyarthrite rhumatoïde et qui touche la petite fille de 12 ans, donc vraiment au niveau du moment pubertaire et au niveau probablement de l'influence plus hormonale. Ensuite, on a les formes de type arthrite associée aux anthésites, et c'est là qu'on retrouve le critère, par exemple, HLA-B27, ou les antécédents familiaux, où on le retrouve des maladies comme les maladies inflammatoires du tube digestif, ou bien le rhumatisme psoriasique, où on a à ce moment-là des patients qui ont du psoriasis, soit au premier degré, soit au second degré. Arthrite et psoriasis, chez les enfants, ça fait rhumatisme psoriasique. Dans ces 2 dernières formes, on n'a pas du tout d'auto-immunité, on n'a pas d'auto-anticorps identifiés, donc on se base essentiellement sur la clinique, sur les découvertes d'imagerie et sur les caractères des antécédents. Ces formes-là répondent plus particulièrement à des traitements de type anti-L17, anti-TNF, anti-L23, alors que les 2 formes précédentes, comme la forme polyarticulaire, répondent un peu plus aux anti-TNF, aux anti-L6, aux bloquants d'agents cellulaires comme les bloquants des lymphocytes B ou de costimulation. Donc, vous voyez que c'est très, très important de faire la part des choses et que votre utilité est très importante dans l'identification des formes à traiter ou à suivre de très près du fait d'un mauvais pronostic ou d'une mauvaise réponse thérapeutique à certains médicaments. Donc là, j'en ai parlé, je ne vais peut-être pas insister là-dessus, mais voilà, en cas de clinique de symptômes articulaires systémiques suspects d'une arthrite juvénile idiopathique, on doit au minimum demander une VSRP, un hémato, des enzymes hépatiques, des protéines et des immunoglobulines, éventuellement un typage HLA-B27 si on a une suspicion d'arthrite associée aux anthésites, et parfois de l'auto-immunité comme des facteurs rhumatoïdes, des facteurs antinucléaires, rarement des ANCA, bien entendu. Alors, on a également progressivement des développements de marqueurs pour essayer d'avoir des marqueurs de mauvais pronostic, de bons pronostics, de réponse thérapeutique. Donc, la calprotectine pourrait être un argument utile, notamment pour différencier des formes systémiques d'infection ou de maladies beaucoup plus inflammatoires. Dans le cas des arthrites juvéniles idiopathiques séropositives, vous voyez que dans les formes à facteur eh bien, on retrouve également les anticorps anti-protéines carboxylatées qu'on voit, les anticorps anti-protéines citrullinées, donc les peptides citrullinés, et plus récemment les anticorps anti-protéines. Ce
Ce sont des formes qui sont érosives, donc à haut risque de destruction articulaire et de déformation, et elles représentent seulement 10% des arthrites juvéniles idiopathiques. Un petit mot sur les oligoarthrites à facteur antinucléaire positif. On définit la forme oligoarticulaire qui représente, je vous le rappelle, 50% des arthrites juvéniles idiopathiques, comme étant une arthrite de moins de 4 articulations en présence d'un facteur antinucléaire de dilution 1 sur 160 à l'immunofluorescence et au moins à 2 reprises. Et il n'y a aucune identification à l'heure actuelle. On ne sait pas vraiment à quoi correspondent ces anticorps antinucléaires, contrairement à ce qu'on connaît dans les connectivités de lupus, par exemple. Et l'association à cette uvéite blanche nécessite une surveillance ophtalmologique. C'est presque vous, d'ailleurs, qui devez peut-être nous insister sur la positivité de ces anticorps. Alors, je parlerai de ce DF70 que vous connaissez peut-être, qui est un anticorps utilisé parfois pour un peu, on va dire, je ne vais pas utiliser un terme trop agressif, mais pour un peu neutraliser la présence du facteur antinucléaire découvert dans une prise de sang suspect d'une pathologie auto-immune. Donc, lorsqu'il est positif, souvent, on ne considère plus la valeur du facteur antinucléaire, même si on peut en parler une autre fois, c'est quand même quelque chose, un sujet à discussion. Et aujourd'hui, on est en train de faire une étude grâce à l'équipe du labo d'immunologie au CHU Bruckmann pour essayer de voir si les anti-DF70 dans ces formes oligoarticulaires à facteur antinucléaire ne veulent rien dire, si ce n'est une atteinte pathologique, ont peut-être un apport intéressant dans ces formes d'arthrite juvénile. Pour les connectivites, je vais surtout parler des lupus à début juvénile et des dermatomyosites et un petit mot sur la sclérodermie juvénile. Pour vous dire que ce sont encore une fois des maladies systémiques. Elles ont une incidence importante malgré tout dans cette période pubertaire. Elles se manifestent souvent par des arthrites et cette fois ont des anticorps de type antinucléaire un petit peu plus spécifiques. Et donc, le biologiste est fondamental à notre diagnostic. Il faut vraiment, j'insiste, avoir des concertations clinico-biologiques sur la valeur de ces anticorps. Valérie, ton micro. Valérie, ton micro. On n'entend plus rien. Je pense qu'il y a quelque chose avec le son. Madame Badeau, votre micro est coupé. Se coupe, en fait, il y a probablement une action générale, parce que le mien se coupe aussi. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Je pense que ça a été général. Vous m'entendez là maintenant? Oui, mais on ne voit plus ton écran. Ah, alors, je repartage. Rien n'est parfait. Oui, bah écoute. C'était pour voir si vous étiez toujours C'est bien, ça à marche. l'écoute. Voilà, Est-ce super. que Merci. je me suis arrêtée là? Coupé, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelqu'un qui coupe tous les micros pour mettre un peu de peps dans la soirée. Voilà. Voilà. Ça remarche, vas-y. C'est bon? Je ne sais pas pendant combien de temps, mais ça marche. Frédéric, je ne sais pas ce qui se passe, mais tous les micros se coupent régulièrement. Oui, je constate la même chose, mais il y a sans doute un petit farceur dans l'assistance. J'espère qu'il va se lasser. Vous m'entendez? Je pense que le mien, il fonctionne. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Merci, Andris. Oui. Tu vois, il se coupe, hein? Oui. Ouais. Là, ça marche. Ok, mais le problème, c'est que si je fais mon bac de partage, C'est ça l'action. Vas-y, c'est bon ou essaye. pas? Là, c'est toujours bon. Ok. Alors, je vais essayer de repasser. Vas-y, continue. Voilà. Croisons les doigts. Donc, j'étais arrivée ici? Oui.
Donc, les connectivites, au sens lupus, dermatomyosite et sclérodermie, donc, comme je le disais, c'est des maladies systémiques. Il y a également cette arthrite qui est à l'avant-plan avec des auto-anticorps spécifiques, mais particulièrement de type facteur antinucléaire, comme vous le savez. Et comme je disais, il y a une nécessité de concertation clinico-biologique parce que c'est important de pouvoir interpréter ces facteurs antinucléaires et peut-être aussi d'identifier des anticorps qui ne le sont pas faits en routine en fonction de la pathologie suspectée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de discuter lors de nos concertations. Donc sachez que ce n'est pas parce que vous avez un résultat négatif, et ça je pense que c'est plus vous qui allez me le dire, mais quand on a un résultat négatif, si on pense que la clinique est prépondérante, il faut aller chercher, et inversement, quand on a un anticorps spécifique, si on n'a pas une clinique évidente d'emblée, il faut aller chercher peut-être une clinique plus spécifique. Donc c'est important qu'on ait cette communication clinico-biologique. Et je voulais vous montrer également que progressivement, les critères de diagnostic de toutes ces pathologies juvéniles font l'objet de révisions, notamment par le PRINTO, qui est une organisation de rhumatopédiatrie, qui ne veut pas utiliser uniquement les critères de diagnostic des adultes, mais veulent les appliquer au niveau des critères chez les enfants. Donc, vous voyez également que ce sont des pathologies qui ont aussi un pic d'incidence, particulièrement le lupus et les connectivités chez les enfants à l'âge pubertaire. Donc, c'est important de bien cibler cette période-là lorsqu'on suspecte ces pathologies. Alors, c'est une maladie qui, malgré tout, reste rare, ça il faut quand même le dire, mais ça représente quand même, pour le lupus à début juvénile, ça représente quand même 15 à 20% de tous les lupus. Donc, c'est très important. La différence, c'est qu'il y a parfois des formes beaucoup plus sévères et il faut surtout se méfier des lupus monogéniques, c'est-à-dire des lupus génétiques. Les cliniques qui doivent faire suspecter un lupus, vous les avez devant vous. J'ai un peu de temps pour vous tous vous les énumérer, mais vous voyez que c'est une enquête systématique. On ne se contente pas de regarder l'arthrite, on va rechercher les anomalies derrière les oreilles, on va rechercher les anomalies au niveau du ventre, on va faire des analyses rénales, on va rechercher toutes les pathologies ou les manifestations cardiovasculaires, digestives et hématologiques. C'est très important de faire un check-up complet de toutes ces pathologies, puisqu'un lupus peut se manifester comme étant avec une céphalée, un rash ou éventuellement une pleurésie, voire juste des céphalées et des arthrites ou des arthralgies. Donc, c'est très important de faire le diagnostic complet et de faire la recherche clinique systématique de toutes ces pathologies. Les enfants ou les adolescents ont des particularités sur certains points par rapport aux adultes. Il y a un petit peu plus de manifestations psychiatriques, un peu plus de manifestations hématologiques. Il y a également des particuliations digestives avec des vasculites des vaisseaux mésentériques et des pancréatiques qui sont moins fréquentes chez les adultes. Et les décès, les taux de mortalité de ces enfants, ces patients atteints de lupus juvénile sont liés principalement aux infections, à la croissance, mais également aux particularités, aux complications neurologiques et aux pancréatiques, voire des complications thromboemboliques. Donc, c'est important aussi pour le devenir à l'état adulte de ces patients de les suivre, car ils ont 2 fois plus de risques d'athérosclérose et de maladies athéromateuses. Ils ont beaucoup plus de risques d'ostéoporose et c'est tout le travail qu'on doit faire, notamment dans l'influence adulte dans la prise en charge de ces patients pédiatriques, auxquels les pédiatres sont peut-être moins habitués à prendre en charge ces différents problèmes à long terme. Et donc, c'est important parce qu'en plus, ces enfants, maintenant, grandissent, deviennent des adultes, ont des enfants et vieillissent, ce qui était nettement moins le cas il y a une vingtaine, voire une trentaine d'années. Donc, c'est très important de vraiment surveiller le patient sur tous ces points. Alors, la biologie au minimum que l'on fait, c'est effectivement à nouveau des paramètres inflammatoires, un hématogramme, des enzymes, une fonction rénale, une tigette urinaire. On doit ne pas négliger les tigettes urinaires chez nos patients. Une hématurie ou un sédiment urinaire va être un signe potentiellement suspect d'une atteinte rénale et on est parfois
assez étonnée de voir les atteintes qu'on observe aux biopsies rénales devant des tigeettes urinaires au départ suspectes ou peu suspectes. Donc, c'est important de vraiment tout surveiller. Et le meilleur moyen, c'est de le faire de manière régulière. Et les guidelines demandent à ce qu'on suive. Les recommandations sont de suivre nos patients tous les 3 mois, voire tous les 6 mois, mais au maximum, enfin, au minimum 2 ou 3 fois par an. Dans l'immunologie, on demande évidemment le complément, qui est souvent quelque chose d'important, et la détection des anticorps antinucléaires, pour lesquels souvent j'appelle Francis à n'importe quelle heure de jour de la nuit pour lui demander « Tiens, veux-tu bien éventuellement accélérer le dépistage de cet anticorps ou éventuellement identifier de manière un petit peu plus précise afin qu'on ait vite, rapidement une idée du domaine dans lequel on va travailler et les examens complémentaires à faire. » C'est vraiment une étape très importante. Un petit mot sur les lupus monogéniques, les lupus génétiques. Donc, chez les enfants, ce qui est moins fréquent chez les adultes, à l'exception de déficits en compléments familiaux, il y a maintenant, on sait, différents gènes qui vont être identifiés pour être mutés, pour induire des pathologies auto-immunes ou des formes un petit peu lupus-like. Et donc maintenant, c'est vraiment une explosion de gènes identifiés par rapport à différentes pathologies en fonction du phénotype ou de la clinique de l'enfant ou des caractéristiques cliniques qu'il présente ou des découvertes qu'on observe. Donc, c'est quelque chose de très passionnant qui probablement va nous compléter, va nous faire mieux comprendre, d'une part, la physiopathologie de ces maladies, mais également l'approche thérapeutique de ces différentes maladies. Un petit mot sur les dermatomyosites. Vous connaissez ces pathologies qui sont des myosites inflammatoires associées à des symptômes cutanés qui sont caractérisés également par la présence d'anticorps spécifiques. C'est une maladie qui est rare, mais qui s'observe chez les enfants. Elle représente 85% des causes de myosites inflammatoires, donc ce n'est pas une pathologie négligeable. On ne connaît pas très bien les facteurs étiologiques. Il y a un pic d'incidence entre 5 et 7 ans et c'est une maladie qui se manifeste principalement par les atteintes musculaires et par les atteintes cutanées, comme vous le voyez en haut, les papules de Gautron atypiques qu'on voit ici chez un de nos patients qu'on suit, sont des signes qui sont assez typiques. Ces différentes pathologies nécessitent des classifications particulières. Les anciens critères de Bowen et Peter ou Pearson, où on avait cette fameuse dermatopolymyosite de classe 4 qui était celle des dermatomyosites juvéniles, aujourd'hui sont un petit peu obsolètes et on revoit régulièrement les critères de classification de maladie avec notamment l'apport des anticorps et des différents signes cliniques que l'on peut voir. Même chose pour les tests diagnostiques, on utilise plutôt la résonance chez les enfants que les biopsies lorsqu'on suspecte certaines myosites, vu le caractère agressif des biopsies musculaires. La clinique est plus ou moins la même. On note également des atteintes cutanées parfois très importantes et ces vasculites digestives qu'on observe aussi dans les lupus juvéniles, que l'on voit moins dans les formes adultes. Attention également aux complications. Les vieilles dermatomyosites juvéniles peuvent se compliquer de lipodystrophie très importante et surtout de calcinose sous-cutanée avec des magmacalcinoses qui sont très typiques et qui sont séquelaires de l'atteinte musculaire avec des déformations et des lésions très importantes, parfois proches de la sclérodermie, mais qui sont plus typiques d'une atteinte musculaire au préalable. Les formes cancéreuses, les formes associées au cancer, les formes paranéoplasiques qu'on voit régulièrement on voit rarement, mais que l'on observe chez les adultes, sont moins fréquentes, fort heureusement, chez les enfants. Ici, vous avez les nouvelles classifications et voilà pourquoi l'apport des anticorps nous est fondamental pour mieux comprendre et mieux classer, mieux traiter, mieux aborder ces pathologies et aller rechercher surtout les manifestations extramusculaires comme les atteintes pulmonaires ou les atteintes rénales, voire les atteintes sévères avec un pronostic beaucoup plus agressif qui va dès lors péjorer le pronostic par l'atteinte notamment respiratoire. Et donc, vous voyez que depuis maintenant plusieurs années,
on a une identification progressive de plus en plus d'auto-anticorps qui vont nous permettre maintenant de classer ces myosites autrement que lors de la classification que l'on connaît tous en 5 types de dermatomyosites. Mais on a des syndromes des antisynthétases, les myosites à inclusion, à côté des polymyosites et des dermatomyosites, voire des myosites nécrosantes immunomédiées, où l'on retrouve dans ces formes-là, par exemple, anticorps anti-SRP ou les anti-HMOA réductase. Donc, c'est important, vous voyez, encore une fois, vous le savez, mais c'est important qu'on ait vraiment cette collaboration clinico-biologique pour pouvoir mieux appréhender, traiter et suivre ces patients. Un petit mot sur la sclérodermie à début juvénile, cette maladie qui se caractérise par une fibrose des tissus, par une atteinte du fibroblast, des lésions endothéliales par le rénal notamment et l'hypertension artérielle pulmonaire, l'auto-immunité avec la présence de certains anticorps spécifiques, de formes localisées ou systémiques, sont des maladies encore plus rares, mais qui représentent chez l'enfant et dominées par des formes plutôt localisées que systémiques, 10% des formes de sclérodermie systémique cutanée diffuse ou limitée. Et il y a également ce ratio féminin plus important, avec une dominance de l'atteinte cutanée, vasculaire par la suite, et ensuite des atteintes pulmonaires et endothéliales. La crise rénale chez les enfants est beaucoup plus rare de présentation clinique inaugurale ou habituelle. Donc ça, c'est très important. Et donc, il y a aussi l'apport de la vidéocapillaroscopie. Il y a une erreur de photographe, mais donc on sait maintenant faire, grâce à la capillaroscopie, avoir des patterns de sclérodermie précoce, avérée ou tardive, et qui sont très utiles, notamment au diagnostic et au suivi de ces patients. Donc, c'est assez difficile de vous parler de cela concernant les adolescents et les enfants, parce que c'est des pathologies quand même relativement rares. Voilà, je pense que mon temps de parole est presque terminé, et je voudrais conclure en vous disant que les maladies auto-immunes, c'est en soi une grosse partie de la médecine interne. D'ailleurs, c'est, je dirais, la médecine interne globalement, puisqu'on y retrouve toutes les pathologies. Elles sont quand même fréquentes chez les adolescents. Il y a des particularités qui sont différentes et des problématiques différentes, avec des thérapeutiques aussi différentes, que la communication clinico-biologique est vraiment fondamentale, comme on est là ce soir, et il faut vraiment discuter que ce soit avec les biologistes, mais également entre médecins, de l'aspect pluridisciplinaire, tant pour le diagnostic, le suivi, mais également la transition. Il y a une importance de plus en plus grande de la génétique dans ces pathologies auto-immunes. La prise en charge multidisciplinaire est fondamentale, et encore aujourd'hui, on travaille activement à développer des critères d'activité, de classification, des marqueurs pronostiques et diagnostiques pour pouvoir adapter des traitements efficaces et adéquats aux différentes périodes des enfants avec leurs différentes problématiques. Et donc, c'est également important d'améliorer la transition, le trajet de soins des patients vers l'état adulte. Et donc, pour revenir à notre petite patiente, cette petite patiente de 14 ans avait en fait une simple arthrite juvénile idiopathique. Le facteur antinucléaire était celui associé aux formes oligo-articulaires que l'on observe. Et les encas sont faussement positifs, comme vous l'avez deviné, du fait de la présence de ces facteurs antinucléaires qui sont non identifiés. Et elle est ponctionnée, elle a été ponctionnée cet après-midi avec une infiltration qui va probablement nettement l'améliorer dans un premier temps. Une surveillance ophtalmologique est bien sûr préconisée chez cette patiente. Donc, je vous remercie, et je suis prête à écouter vos questions, et je vous présente un petit peu quelques patients avec leurs enfants, parce que ça aussi, c'est quelque chose de très positif pour les maladies auto-immunes en général, c'est de pouvoir maintenant voir les bébés et les enfants de ces patients qui peuvent aboutir à des grossesses et à un âge adulte, et avec des évolutions professionnelles et autres qui sont magnifiques. Et donc, c'est quelque chose de très chouette à voir et à suivre. Voilà.